Et si la vraie clé du succès, ce n'était pas d'en apprendre toujours plus ou de chercher le plan parfait? Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui est à la fois toute simple et complètement radicale. C'est cette chose qui garantit le progrès et que pourtant la plupart des gens ignorent. Allez, c'est parti. On connaît tous cette sensation, pas vrai? L'impression de faire du surplace. On lit des livres, on suit des formations, on accumule des tonnes de connaissances, mais au bout du compte, rien ne bouge vraiment dans notre vie. Alors, la question est simple. Pourquoi tout cet apprentissage ne se transforme pas en progrès réel, concret? Cette phrase d'Alex Hormozy, elle résume parfaitement le problème. Le gars dévorait des bouquins, il avait le savoir, mais sa vie restait exactement la même. C'est ce paradoxe un peu frustrant qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Bon alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui nous bloque? Pour le comprendre, il faut mettre un nom sur l'ennemi numéro 1 du progrès. C'est un adversaire silencieux qui sabote nos meilleures intentions, et cet ennemi, c'est ce qu'on appelle l'illusion de la perfection. Et c'est quoi cette illusion? Eh bien, c'est cette quête sans fin du plan parfait, de la stratégie idéale, qui finit par nous paralyser complètement. On est tellement occupé à chercher la meilleure manière de démarrer qu'au final, on ne démarre jamais. 9. Juste ce chiffre. Il semble un peu sorti de nulle part comme ça, mais il illustre ce piège à la perfection. Il est vraiment au cœur du problème, celui de la dispersion et de l'inaction. Mais alors, que représente-t-il exactement? Eh bien, 9, c'était le nombre de boîtes qu'Hormozy essayait de gérer en même temps. Il était tellement éparpillé, son attention était tellement divisée qu'aucune de ses entreprises ne pouvait vraiment décoller. Le résultat? Énormément d'efforts, bien sûr, mais pas de vraie réussite. Juste assez pour survivre, sans plus. En fait, cette situation oppose deux mentalités, deux profils très différents. D'un côté, il y a le chercheur. Lui, il est obsédé par la recherche du chemin parfait, et dès qu'il a un caillou sur la route, hop, il change de stratégie. De l'autre côté, il y a l'exécutant. Lui, il choisit un chemin qui a l'air sensé, et il s'y tient. Il se concentre sur l'action, sur l'exécution, même quand ça devient difficile. Ok, donc si chercher le plan parfait est le problème, comment on s'en sort? La solution, elle est un peu contre-intuitive, mais elle est très puissante. Elle ne demande pas d'être plus intelligent, mais d'être plus discipliné. Et elle repose sur un principe très simple, celui de la voie unique. Pour bien comprendre, on va prendre une image toute simple, une montagne. Le succès, c'est le sommet. Et pour y arriver, il n'y a pas un seul bon chemin, il y en a des dizaines. Le vrai piège, c'est de croire qu'on peut sauter de l'un à l'autre sans perdre tout son élan. Voilà comment ça se passe en pratique. On commence à grimper sur un chemin, on avance un peu et là, pam, premier obstacle. C'est dur. Et au loin, on voit un autre sentier qui a l'air beaucoup plus facile. Le réflexe, changer de voie. Sauf que pour ça, il faut redescendre presque jusqu'en bas, perdre toute la progression qu'on a faite et repartir de zéro. C'est une perte de temps et d'énergie colossale. Et c'est là que tout se joue. Avoir une conviction absolue dans son plan, c'est beaucoup plus important que d'avoir un plan parfait. Autrement dit, un plan correct, mais exécuté avec une détermination sans faille, battra toujours à plate couture un plan génial qu'on n'ose jamais vraiment lancer. D'accord. Il faut s'en tenir à une seule voie. Ça sonne bien sur le papier, hein, mais dans la vraie vie, on sait tous que c'est une autre histoire. Alors concrètement, comment on fait? Pourquoi c'est si dur? C'est là qu'intervient ce qu'on va appeler le moteur de l'exécution. Pour rester sur sa voie, il faut un vrai moteur d'exécution. Et attention, ce moteur, il ne tourne pas à la simple volonté, ça ne suffit pas. Il repose sur 3 piliers bien concrets. La culture, le talent et la formation. Voyons un peu comment tout ça s'articule. La culture, concrètement, c'est quoi? Ce sont juste les règles du jeu. C'est ce qui est vraiment récompensé dans une entreprise et ce qui est vraiment sanctionné. Si quelqu'un arrive en retard et que personne ne dit jamais rien, eh bien la culture de l'entreprise, c'est que c'est OK d'être en retard. C'est aussi simple que ça. Allez, on passe au deuxième pilier, le talent. Et là, il y a une opportunité assez incroyable, une sorte de bonne affaire financière que la plupart des entreprises ne voient pas. Regardez, c'est très simple. Un top performer va peut-être coûter, disons, 30 ou 40% plus cher qu'un employé moyen. Mais ce qui est fou, c'est que sa production, elle, peut être 5 fois supérieure. L'écart de productivité est gigantesque par rapport à l'écart de salaire. C'est un investissement avec un retour juste exceptionnel. Ok, mais on les trouve où, ces perles rares? Une petite astuce toute simple. Il faut leur demander ce qu'ils font de leur temps libre. Si un monteur vidéo passe ses week-ends à regarder des tutos sur l'étalonnage, il y a de fortes chances qu'il soit obsédé par son métier. Et c'est cette passion, cet effort qu'on ne lui demande pas, qui fait toute la différence. Et on arrive au troisième et dernier pilier, la formation. Mais attention, c'est souvent là qu'on tombe dans un piège classique, celui des valeurs abstraites, des grands mots qui ne créent aucun changement réel. Par exemple, dire à son équipe « soyez responsable », ça veut tout et rien dire. C'est une valeur vague, ça ne change rien. Par contre, si la directive c'est
chaque matin envoyer ces 4 points précis à votre manager, là c'est un comportement concret. C'est clair, c'est mesurable, et c'est ça qui crée un vrai changement. Alors, si on met tout ça bout à bout, le problème de l'illusion de la perfection, la solution de la voie unique et le moteur pour s'y tenir, on arrive à une conclusion fondamentale. Une conclusion qui change un peu la perspective. Ce qui compte, c'est l'engagement, bien plus que le génie. Parce que, au fond, le plus difficile, ce n'est pas de travailler dur. Le vrai test, le moment où la plupart des gens lâchent l'affaire, c'est quand on traverse une période de brouillard. Quand on est face à l'inconnu et qu'on ne sait pas quelle est la prochaine étape. C'est cette incertitude qui est la plus dure à supporter. En fin de compte, il ne s'agit pas d'être le plus intelligent ou le plus doué. Le véritable avantage sur les autres, c'est la capacité à endurer. C'est être prêt à tolérer la douleur et l'incertitude un peu plus longtemps que les autres. C'est là que se trouve la vraie clé. Et donc, la question finale, celle à se poser, c'est la suivante. Quel est ce chemin unique qui, si on s'y tenait avec une conviction totale, pourrait absolument tout changer ? Quelle est cette voie qu'on a peut-être abandonnée un peu trop vite et qui en fait n'attend que d'être reprise ? Voilà la réflexion sur laquelle je vous laisse.